Le contexte de mon exposé est également en partie le contexte néerlandais avec des exemples des Pays-Bas, mais nous voyons dans beaucoup de pays les mêmes discussions, les mêmes problématiques et les mêmes types de plateformes qui opèrent. Je vais vous donner ma définition de l'économie du partage et je pourrai alors aborder les autres plateformes dont on va parler aujourd'hui. Et je vais également vous parler de l'étude qui a été menée sur les effets de l'économie du partage. Et nous allons également aborder les réactions des gouvernements, des autorités qui ont été données et à quel point elles ont été difficiles. Et quant à savoir si les coopératives peuvent être une alternative pour rendre cette économie du partage plus sociale. Donc voici ma définition de l'économie du partage. Donc il s'agit de consommateurs qui vont se donner les uns aux autres un accès temporaire à leurs marchandises non exploitées. Et comment est-ce qu'on fait cela? Eh bien, en partageant les choses, en les échangeant, les prêtant ou en les louant. Alors, ça peut se faire offline. On a fait ça depuis toujours avec les voisins, les amis, la famille. Mais maintenant, on fait cela également online, sur la base de ces plateformes. Et la grande différence avec la situation avant les plateformes et après les plateformes, c'est que depuis l'avènement de ces plateformes, eh bien, que nous partageons nos affaires avec des étrangers, des gens que nous ne connaissons pas. Donc, on parle également de stranger sharing. Donc, avant les plateformes, vous partagez vos affaires avec les voisins, les amis, la famille, et maintenant, vous le faites avec des étrangers. Et comment est-ce possible? Eh bien, parce que la plateforme organise la confiance nécessaire pour tout simplement pouvoir prêter votre voiture ou la louer ou votre foreuse à des étrangers. Ils le font cela avec des assurances et également avec des évaluations, en s'évaluant les uns les autres et en publiant ces évaluations, les gens constituent une réputation pour que les prochaines transactions puissent avoir lieu sur la base de cette réputation. Alors, cette économie du partage telle que je la définis, eh bien, c'est autre chose que d'autres types de plateformes que nous voyons apparaître à l'heure actuelle. Pour l'économie du partage, il faut remplir 3 conditions. Donc, il s'agit de consommateurs entre eux, il s'agit d'un accès temporaire et il s'agit de marchandises, de biens physiques. Quand il s'agit de consommateurs qui se donnent un accès permanent, alors il s'agit de l'économie de deuxième main, parce qu'alors vous vendez vos biens et on fait cela via des plateformes telles que eBay. Il s'agit de 10 milliards dans l'économie néerlandaise. Et donc, ce marché, cette plateforme eBay est un modèle pour les plateformes de partage parce que nous étions déjà habitués à se vendre nos biens via des plateformes et donc il n'a fallu qu'une petite étape pour que l'on puisse également les louer. Nous voyons également que les consommateurs se donnent mutuellement un accès à leur travail. Ils se prêtent donc des services. Il s'agit de prestations de services. Et en anglais, c'est ce qu'on appelle l'économie à la demande. Mais en fait, les Américains appellent ça la gig economy, ce qu'on appelle l'économie des petits boulots, en quelque sorte. Et ce sont toutes les plateformes où vous pouvez faire appel à quelqu'un pour un petit travail de nettoyage, un trajet en taxi. Vous pouvez également acheter des services d'achat. Vous pouvez louer tout un ensemble de services. Et finalement, nous voyons également que les entreprises embrasse également le modèle du partage, mais il ne s'agit pas de plateforme C2C, consommateur à consommateur, mais de B2C, donc de business à consommateur. Donc les plateformes donnent temporairement l'accès à leur matériel à des consommateurs, donc en louant leurs véhicules. Donc il s'agit d'une entreprise qui a des véhicules que l'on peut louer, mais par exemple Philips vend de moins en moins d'ampoules, mais ils vendent des heures d'illumination.
On peut donc demander un service temporaire qui reste la propriété de l'entreprise. Et dans ces 4 formes d'économie, les plateformes sont apparues, mais ces 4 formes d'économie existaient déjà avant que les plateformes ne voient le jour. Maintenant, du point de vue de l'environnement, moi je travaille pour un institut pour le développement durable et du point de vue de l'environnement, cette économie du partage est très attrayante. Et également ces formes voisines, parce que ces 4 formes de plateformes offrent une alternative pour que l'achat direct des marchandises soit évité, pour pouvoir utiliser des marchandises sans devoir les acheter à l'état neuf. Par exemple, vous voulez forer un trou dans votre mur, vous avez besoin d'une foreuse, mais vous ne devez pas en acheter une nouvelle, vous pouvez l'acheter en seconde main, vous pouvez la louer auprès d'une entreprise, vous pouvez la louer, l'emprunter à quelqu'un dans l'économie du partage, Peerby, mais vous pouvez également demander à quelqu'un de passer chez vous pour forer le trou dans votre mur. Et nous avons pour cela Workspot aux Pays-Bas. Ces différentes plateformes vous proposent une solution pour votre problème. Vous voulez un trou dans votre mur. La même chose avec la mobilité. Si vous voulez aller d'un point A à un point B avec votre voiture, vous pouvez acheter une voiture de seconde main. Et ce marché s'est développé sur les plateformes. Vous pouvez louer une voiture. Green Wheels est un fournisseur aux Pays-Bas. Vous pouvez également louer la voiture de quelqu'un d'autre. Nous faisons cela surtout via Snapcar. Et vous pouvez également embaucher quelqu'un qui va vous emmener d'un point A à un point B, par exemple Uberpop, pour autant que ce soit encore opérationnel, parce que dans la plupart des pays européens, ça a été interdit. Pourquoi cette économie de partage? Pourquoi est-ce qu'elles ont connu une telle croissance? Pourquoi est-ce que ce modèle d'affaires a connu une telle croissance? Eh bien, en fait, c'est logique, parce que l'économie du partage est basée sur des choses dont les gens disposent déjà, mais qui ne sont pas suffisamment exploitées. Donc, ces plateformes ne doivent pas investir dans le capital, dans les biens que les gens, et ils exploitent uniquement la capacité non exploitée. Ils la mettent en évidence. Et c'est ce que l'on voit très bien dans ce graphique. Ici, vous avez le nombre de voitures partagées aux Pays-Bas. Il y a 3 modèles d'affaires. Il y a le modèle classique où une entreprise ou une coopérative même dispose de véhicules et les gens, les clients peuvent les louer pour un jour ou deux. Eh bien, ce modèle, c'est la ligne bleu foncé et c'est un modèle qui stagne. Et on ne voit cela que dans les grandes villes, en fait, parce qu'il y a là il faut une masse critique de clients, donc 50 clients par voiture pour que cette voiture puisse être louée de façon rentable. Une évolution récente est le modèle One Way, comme Car2Go. Et alors, vous louez une voiture à une entreprise, mais vous ne devez pas la ramener à l'endroit où vous l'avez prise. Vous pouvez la laisser n'importe où dans la ville. Et ça, c'est également un modèle qui stagne aux Pays-Bas. C'est uniquement Car2Go à Amsterdam et un peu à Rotterdam. Mais le modèle peer-to-peer, où les gens proposent leur propre véhicule à d'autres personnes, eh bien, connaît une croissance exponentielle. C'est logique parce qu'il y a 90 millions de véhicules aux Pays-Bas. Et en moyenne, ces véhicules sont immobilisés pendant 23 heures par jour. Donc, les gens, sans avoir des coûts marginaux additionnels, sans devoir investir plus, peuvent proposer leur véhicule et gagner 30 à 40 euros par jour. Donc, ce modèle qui se situe maintenant à 20 000 pourrait très bien passer à 100 000 et plus dans quelques années. Donc ça, c'est l'aspect exponentiel de cette économie du partage. Et si on montre les mêmes slides avec Airbnb, eh bien, on a les mêmes phénomènes exponentiels. La géographie de cette économie du partage est très intéressante également. On oublie souvent que c'est une autre géographie que le modèle de location traditionnel. Dans le modèle de la location de voitures traditionnelle, via Green Wheels, par exemple,
vous voyez que ce n'est rentable que dans les grandes villes parce qu'on a besoin de cette masse critique de consommateurs. Dans un village, il ne sert à rien qu'une entreprise aille louer un véhicule parce qu'ils n'ont de clients qu'une ou deux fois par mois. Le modèle peer-to-peer fonctionne partout parce que partout, il y a des capacités non exploitées. Partout, il y a des gens qui ont une maison et donc ils peuvent louer cela au moment où ils n'en ont pas besoin. Et donc, cela se présente tant dans les villes que dans les communes à la campagne. Donc, un de mes points est qu'il ne faut pas confondre l'économie du partage avec le discours concernant les villes intelligentes, parce que les villes ne sont plus le berceau qui accueille les nouvelles technologies. Et ces modèles peuvent donc être rentables partout, même en dehors de la ville. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé, sur la base de la documentation, de la littérature, de voir quels sont les effets de cette économie du partage sur l'économie, sur l'environnement et sur la société en général. J'ai essayé de les résumer. Et cet exercice scientifique n'est pas basé sur une recherche empirique. Et une des raisons est que nous, en tant que chercheurs, nous n'avons pas accès aux données dont disposent les plateformes, donc toutes les données concernant les locations, à quel prix, quel objet, parce que ces plateformes ne veulent pas lâcher ces informations aux scientifiques. Et donc, la façon dont nous procédons, c'est soit via des enquêtes très limitées, soit sur la base de prévisions théoriques. Qu'est-ce que nous savons des effets économiques? Eh bien, en fait, ils sont très positifs, parce que qu'est-ce que font ces plateformes de partage? Elles organisent la confiance dont les gens ont besoin pour pouvoir se louer des choses. Et ils font baisser alors tous les coûts de transaction, donc tous les coûts que l'on doit consentir avant de pouvoir procéder à une transaction. Et c'est pour cela qu'il y a de nouveaux marchés qui apparaissent et c'est pour cela que l'on peut louer un véhicule pour 30 € plutôt que 60%. Donc c'est tout du gain de bien-être pour les consommateurs, tant du côté de l'offre, celui qui offre gagne un peu, et du côté de la demande, louer certaines marchandises coûte beaucoup moins. Il y a malgré tout des effets externes. Par exemple, les gens qui ne participent pas à cette économie de partage, mais qui en ressentent les nuisances parce que d'autres participent à cette économie. Par exemple, vous habitez à Bruxelles à côté de quelqu'un qui loue sa maison tous les week-ends via Airbnb. Eh bien, d'un point de vue économique, vous avez un avantage négatif en quelque sorte, parce que vous subissez les nuisances. Mais j'y reviendrai. Le point le plus important pour ce qui est des effets économiques, c'est que tout le monde se porte mieux, mais un petit groupe se porte beaucoup mieux. Et c'est exactement le groupe qui a déjà beaucoup de capital à disposition. Parce que si vous n'avez pas de maison dans une ville qui est très fréquentée, ou vous ne disposez pas d'un véhicule là où les personnes veulent la louer, eh bien, vous ne pouvez pas beaucoup gagner dans cette économie du partage. Donc, les grands gagnants sont surtout des propriétaires. Et je pense que tout le chiffre d'affaires dans cette économie se situe à 80-90% dans des maisons. Et ce sont des gens qui font partie des 20-30% les plus riches de la société. Et un autre petit groupe qui profite beaucoup, ce sont les propriétaires et les investisseurs qui investissent dans les plateformes. La plupart des plateformes ne sont pas encore en bénéfice, mais par exemple Airbnb fait déjà des bénéfices. Et si vous avez acheté des actions de façon précoce, eh bien vous en tirez les profits. D'un point de vue théorique, on pourrait économiser beaucoup de matériaux et d'énergie parce qu'on a besoin de beaucoup moins de voitures. On pourrait rouler le même nombre de kilomètres avec la moitié du parc automobile et on économise beaucoup d'énergie dans la production et dans le démantèlement des voitures, mais les gens vont également adapter leur comportement de mobilité et choisir plus consciemment pour la voiture quand c'est la meilleure solution et sinon prendre le train ou le vélo. Et pour le partage de voitures, on a également examiné ces aspects et il semblerait que les effets sur l'environnement sont positifs, mais pas aussi grands qu'on aurait espéré. Donc,
sur 10 personnes qui partagent des véhicules, eh bien, il y a 3 voitures qui disparaissent et il y a 15% de kilomètres en moins qui sont parcourus. Donc c'est positif, mais ça n'a pas une grande contribution pour la résolution du problème climatique. Et finalement, et on n'a pas encore bien étudié cela, c'est l'effet rebond. Qu'est-ce que fait cette économie du partage? Eh bien, le principal, c'est qu'elle rend certaines choses meilleur marché. Donc, on peut louer quelque chose de façon moins coûteuse et notre revenu va donc être moins diminué, mais on va pouvoir acheter d'autres choses et cela coûte également de l'énergie. Pensez à quelqu'un qui gagne quelques milliers d'euros par an en louant son appartement, eh bien, ces 1 000 € vont être utilisés à une autre consommation, par exemple des vacances, ce qui coûte également de l'énergie. Donc, il ne faut pas trop attendre de cette économie du partage en tant que solution des problèmes climatiques, sauf si des mesures additionnelles sont prises pour orienter cette économie du partage vers un modèle plus durable. Alors, on pourrait se poser la question de est-ce que c'est bon pour la cohésion sociale de notre société que l'on commence à échanger, à interagir de façon massive sur ce genre de plateforme. Et il semble que ce soit une belle chose au départ parce que des étrangers se rencontrent. On a des transactions avec des étrangers qu'on ne rencontrerait jamais autrement. Et il peut en résulter des relations intéressantes. Et ce sont bien souvent des étrangers que l'on ne rencontrerait pas dans son propre circuit parce que des propriétaires de voitures rencontrent des gens qui n'ont pas assez d'argent pour posséder une voiture. Des riches rencontrent des pauvres, des jeunes rencontrent des personnes âgées. Et donc, en principe, ça devrait être bon pour la cohésion sociale dans la société, mais malgré tout, il y a des gens qui se posent des questions à ce sujet. Parce qu'il y a tout un ensemble de processus qui se déclenchent et qui touchent certains aspects du capital social. Dans le temps, quand vous partiez en vacances, eh bien, vous permettiez à un cousin ou à un ami de loger chez vous. Maintenant, vous allez pondérer cela. Vous allez vous demander si vous allez laisser gratuitement quelqu'un loger chez vous, dans votre maison, pendant que vous êtes en vacances, ou est-ce que vous allez le louer via Airbnb. Et finalement, si vous extrapolez cela avec tout ce que vous possédez, vous pourriez réfléchir à chaque fois, est-ce que je vais le mettre sur le marché, est-ce que je vais le mettre dans l'économie, ou est-ce que je vais le proposer pour rien dans mon propre réseau social. Donc, votre propre vie privée, toutes les choses que vous possédez, eh bien, vous allez commencer à les considérer d'un point de vue économique. Il y a également un besoin de discipline, de se discipliner, étant donné que ces plateformes fonctionnent avec des évaluations mutuelles. Les gens veulent s'évaluer après l'interaction pour voir s'ils ont bien géré les différents objets, s'ils ont respecté les accords. Et une bonne évaluation est très importante parce qu'une mauvaise évaluation ferait que vos prix deviennent moins intéressants. Et comme on sait qu'on s'évalue les uns les autres, on va également manifester un comportement souhaité d'un point de vue social et on va avoir un comportement plat dont on estime que tout le monde va l'accepter. Les gens agissent donc de façon éthique, mais ils vont chercher un plus grand dénominateur commun. Finalement, on n'a plus besoin de caméras, mais on est les caméras des uns des autres qui vont s'évaluer d'un point de vue social. Et donc, sachant qu'on va être évalué par les autres, on va avoir un comportement plus correct. Ça a été étudié et on s'est demandé s'il n'y avait pas de la discrimination dans cette économie du partage et dans d'autres formes de plateformes. Parce que les consommateurs qui interagissent entre eux, eh bien, se basent sur des critères externes, des critères d'aspect, le quartier où quelqu'un habite, pour estimer comment les gens vont se comporter, de façon justifiée ou non. Mais les gens utilisent donc ces préjugés. Et pour Airbnb, on a pu montrer que les Afro-Américains aux États-Unis
gagneront jusqu'à 15% de moins en mettant leur maison à disposition. Et pour eBay, eh bien, on a déjà prouvé plusieurs fois que les gens qui ont un nom arabe pour vendre quelque chose, eh bien, auront beaucoup moins de réactions que si on essaye de vendre sous un nom néerlandais. Donc la question qui se pose au niveau de ces plateformes, c'est est-ce qu'on ne devrait pas rendre les choses anonymes? Est-ce que les gens ne devraient pas pouvoir opérer sous un alias pour que ces visions faussées, ces préjugés puissent être évités? Mais attention, dans cette ancienne économie, cette économie non efficace où il faut aller dans un magasin pour louer, acheter quelque chose, eh bien là, la discrimination était bannie, plus ou moins. Parce qu'un magasin doit vendre la même chose au même prix, peu importe la personne qui entre dans le magasin. On ne peut pas opérer de distinction entre Yann ou Klaas. Il n'y a que sur le marché du travail qu'il y a bien sûr encore beaucoup de discrimination, mais dans le marché des produits, eh bien, on était parvenu à bannir ces aspects. Mais finalement, on peut également commencer à réfléchir à l'avenir de ces plateformes de partage si elles deviennent très grandes. Quelles sont les inégalités sociales qu'elles pourraient engendrer? Tout d'abord, on sait que la réputation sur ces plateformes vaut de l'argent. Plus vous avez d'évaluations positives, plus vous pouvez demander pour vos services ou pour vos biens. Et dans l'autre sens, moins vous devrez payer pour les biens de quelqu'un d'autre et les services de quelqu'un d'autre. Donc cela signifie que la majorité de la population qui ne participe même pas encore sur ces plateformes, parce que la majorité de la plateforme de la population ne connaît même pas Airbnb, eh bien, si dans 10 ou 20 ans, ils vont également devenir actifs sur ces plateformes, ils auront une évaluation qui sera à zéro. Et dans le monde offline, ils n'ont pas non plus une bonne réputation. Et donc, ils sont tout de suite en retard économique parce qu'ils n'ont pas de capital de réputation. Une deuxième évolution que les gens esquissent, eh bien, c'est que l'on va passer d'un modèle de consumer vers un consumer to business to consumer. Eh bien, ces plateformes, cela veut dire que ces plateformes ont commencé à un niveau underground, très social, où les gens se rencontrent via Internet, commençaient à Skyper, passaient les uns chez les autres, et puis finalement, il y avait une rencontre en vis-à-vis qui avait lieu, et on faisait des affaires. Maintenant, on voit que la plateforme, le B, eh bien, veut se situer de plus en plus entre les deux consommateurs. Ils vont régler de plus en plus de choses pour ces consommateurs. Ils vont s'occuper des paiements, des assurances. Et cela signifie que cela devient plus facile pour les gens de participer à cette économie de partage, mais qu'ils ne vont plus forcément se rencontrer via cette économie de partage. La plupart des gens qui louent un Airbnb dans la grande ville, eh bien, ne rencontrent même plus le propriétaire de ce logement. Le bailleur loue quelqu'un qui va s'occuper de vous quand vous allez arriver dans l'appartement, et donc ça devient moins personnel, et tout cela ne va que empirer si tous les appareils auront une adresse Internet où on pourra communiquer directement où elle se situe, dans quel état elle se trouve, et ces appareils pourront indiquer par eux-mêmes s'ils sont disponibles. Vous pouvez me louer pour tel ou tel prix, et le propriétaire de cet appareil, que ce soit des entreprises ou des consommateurs, ne doivent même pas savoir où se trouve l'appareil pour malgré tout gagner de l'argent. Donc, en résumé, les effets économiques très positifs, mais répartis de façon inégale. La planète, pour l'environnement, positif, mais moindre qu'espéré. Et pour ce qui est de l'aspect social, ce n'est pas clair du tout et potentiellement négatif. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire de tout cela en tant que gouvernement? Eh bien, on voit les aspects positifs de l'économie de partage, bien sûr, mais il y a également un ensemble de problèmes qui sont générés par ces plateformes, parce que ce dont on n'a pas encore parlé, eh bien, c'est que ces plateformes utilisent généralement un modèle d'affaires qui permet de contourner la réglementation existante. Donc, les services de
Les plateformes de services font appel à des freelances qui n'ont pas la licence pour proposer leurs services. Il n'y a pas d'impôts qui sont payés. C'était déjà également un problème offline pour ce genre de services. Il y a de la constitution de monopole, ce que l'on voit chez Airbnb, qui a déjà une forte part de marché. Les gens sont payés en dessous du niveau salarial préalable. Et alors, il y a encore la question, est-ce que les gens qui travaillent via une plateforme ne sont pas des employés de cette plateforme? Il y a plusieurs procès qui sont en cours dans différents pays. Donc, qu'est-ce que font les autorités et les gouvernements? Eh bien, on peut faire 4 choses et en fonction de la plateforme, on pourrait choisir un des 4. On peut réglementer de façon très dure, par exemple. Et alors, les gens vont dire, oui, mais ça ne fonctionne pas, c'est dénaturé, les gens le font malgré tout. Eh bien, pour UberPop, ça a fonctionné. Dans la plupart des pays, ils ont maintenu les règles concernant les taxis et Uber a arrêté le système UberPop où des gens sans licence pouvaient proposer des services de taxi. Ils sont malgré tout encore actifs dans la version légale où les chauffeurs sont licenciés, ou ont une licence, pardon. Alors, on pourrait faire des règlements ad hoc. Eh bien, Amsterdam a été le premier à le faire avec Airbnb. Ils ont dit, eh bien, on voit bien quels sont les avantages, mais on ne veut pas que les gens louent leur maison en permanence. Alors, ce n'est plus de l'économie de partage. On est alors en train d'exploiter illégalement des hôtels. Et alors, on a limité à 60 jours, au maximum 4 personnes ensemble. On peut déréglementer, on peut dire on va supprimer un ensemble de règles parce qu'elles constituent des obstacles. C'est une menace pour le marché des taxis aux Pays-Bas. On peut permettre alors, d'un autre côté, aux chauffeurs d'obtenir plus facilement leur licence, ou alors on peut tolérer. Et tolérer, ça c'est une tradition aux Pays-Bas, mais on est en train de développer un nouveau modèle de tolérance aux Pays-Bas où on dit, eh bien, plateforme, faites ce que vous voulez, mais au bout d'un an, on va évaluer quelles sont les conséquences de votre activité et pour cela, on a besoin de votre donnée. Et alors, on revient de nouveau sur le débat concernant le data, les données. Alors, Airbnb à Amsterdam, 60 jours, 4 personnes ensemble. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était une bonne philosophie, mais le problème est que Airbnb ne partageait pas la donnée et donc la commune ne pouvait pas vérifier si les gens restaient ou louaient leur maison pendant plus de 60 jours. Donc là aussi, la commune doit avoir accès aux données ou alors il faut faire appel à une tierce partie si on veut résoudre ce problème. Alors j'en arrive à mon dernier transparent et on en arrive alors au thème d'aujourd'hui que je ne connais pas tellement bien, mais ce qui figure certainement à l'ordre du jour parce qu'il y a 3 façons grossièrement eh bien, pour faire croître ces différentes formes de partage, on pourrait poursuivre avec le modèle capitaliste, ce qui sera également aidé par le Internet of Things, l'Internet des choses, où il y a une partie du capital qui est dans les plateformes et aux États-Unis, ils sont parvenus à faire en sorte que le règlement soit tourné en leur faveur. Donc aux États-Unis, le système UberPop a été légalisé parce qu'ils sont considérés comme quelque chose d'autre que des taxis. Ça, c'est un des scénarios, il est fort plausible. Mais nous nous disons tous que cela peut fonctionner autrement, mais ce n'est pas pour autant que les choses vont changer. Il faut faire énormément de choses pour renverser la première tendance. La deuxième tendance, c'est que les autorités nationales remplissent leur rôle traditionnel et imaginent une nouvelle façon de réglementer, de prélever des impôts. En Belgique, il y a un impôt de 10% qui a été imaginé. Je ne suis pas d'accord, mais on peut bien sûr en parler. Mais pour cela, il faut avoir des systèmes d'identification
très précis pour pouvoir suivre tout le monde en continu et faire payer les impôts pour ce pourquoi il faut payer les impôts. Et ça soulève tout un ensemble de problèmes au niveau des données et de protection de la vie privée. En Suède, ils sont le plus avancés parce que les syndicats nationaux sont en train de voir comment ils peuvent intégrer leur modèle social dans ces plateformes de travail. Et alors, finalement, on a le modèle coopératif d'achat via des plateformes qui est davantage basé sur le sentiment de communauté et beaucoup plus local. Ça ne veut pas dire que ce système ne peut pas croître, mais il y aura une division locale de la coopération dans chaque ville qui va investir dans cette plateforme et vont pouvoir partager via des open source. En Allemagne, on en voit déjà certains exemples. En Allemagne, il y a un eBay alternatif qui est basé sur le modèle coopératif. Ma dernière remarque est que presque toutes les activités dans cette économie du partage et du partage donc des petits boulots, eh bien, ce sont des marchés locaux parce qu'on ne va pas aller louer une voiture dans une autre ville, on ne va pas aller louer les services de quelqu'un qui va nettoyer dans une autre ville. Donc, on peut tout organiser au niveau local et en tant qu'autorité, on peut imaginer des règles locales et les plateformes n'aiment peut-être pas ça parce qu'ils veulent de la standardisation. Ils sont en train de demander à la Commission européenne des règles de normalisation, de standardisation. Conformément à la réglementation de e-commerce existante, mais en principe, on peut, avec des coopératives, avec des communes, tout organiser au niveau local. Bon, je vais brièvement rester là. J'ai déjà dépassé mon temps et j'espère que ce sera utile comme introduction pour le restant de la journée.